Donc, je suis Laurence Hugues, je suis directrice de recherche à l'INRAE et je travaille avec ma collègue Liana Arnaud, qui est toxicologue, et nous travaillons toutes les deux en santé humaine. Et donc, nos travaux de recherche consistent à étudier les effets toxiques des substances, des polluants, notamment des pesticides, sur la santé humaine. Juste pour clarifier les choses, nous n'avons aucun lien d'intérêt avec l'agrochimie. Nos recherches sont financées sur des fonds exclusivement publics et nous sommes ici pour répondre à des besoins de services publics et d'informations sur la santé publique. La santé environnementale est une composante de la santé publique. Et donc, on va vous expliquer un petit peu les enjeux qu'il y a, notamment par rapport aux analyses qui ont été faites. Choisi des pesticides phares pour vous aiguiller sur les problèmes de santé identifiés. Donc on vous présentera l'analyse des dangers liés à cette exposition. Puis on m'a également demandé de décortiquer un petit peu et d'expliquer comment les normes réglementaires sont établies. Et à partir de là, nous conclurons et nous verrons quelles sont les recommandations possibles pour la suite des actions à mener. Donc tout d'abord, pour la toxicologie, donc nous on étudie les effets toxiques des substances. Et pour vous expliquer un petit peu les enjeux, il y a plus de 85 000 substances chimiques actuellement, donc il n'y a pas que les pesticides, hein, des produits chimiques de synthèse, et 1000 nouvelles molécules qui sortent tous les ans. Ainsi, malgré tous les efforts des scientifiques, 80% des molécules actuellement dans notre environnement n'ont pas de connaissances, on n'a pas les connaissances et on ignore les effets sur la santé. Il y a consensus sur le fait qu'il faut réduire notre exposition à ces substances chimiques. Et dans le contexte où nous sommes là aujourd'hui, je tenais à rappeler que le plan Ecophyto est issu donc du Grenelle de l'environnement en 2007, qui engageait en fait l'État à réduire de moitié pour l'horizon 2018 l'usage des pesticides. Donc, de toute façon, il est admis au niveau politique qu'il faut réduire l'usage des pesticides, et ce, pour des raisons de santé et de préservation de la biodiversité. De plus, on se situe donc en Europe et il y a depuis maintenant, donc depuis un an, l'Union européenne qui s'est engagée dans un plan d'action vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et le sol, donc au niveau des substances chimiques. Donc il y a des engagements forts là-dessus et cela veut dire qu'au niveau européen, ensuite, cela doit se répercuter sur tous les territoires. Donc, par rapport à la réglementation des pesticides, donc, ce sont des substances chimiques utilisées essentiellement en agriculture. Tout ça, là, on va parler. Avant 1976, leur réglementation était assez moindre, c'est-à-dire qu'on n'étudiait pas les effets toxiques des substances avant de les mettre sur le marché. Mais depuis, il y a des agences réglementaires, l'EFSA au niveau européen et l'ANSES au niveau français, qui délivrent des autorisations de mise sur le marché. Donc à cette étape-là, des dossiers sont constitués par les firmes et répondent à un certain nombre de tests à réaliser de toxicité. Et une fois que ces tests sont validés et que le dossier est validé, les substances sont mises sur le marché et là, on contrôle nettement moins les niveaux d'exposition, comme vous pouvez le voir, puisque l'exposition est large, donc se retrouve dans l'environnement. Ces substances sont sur surveillance, il y a un service de phytopharmacovigilance et également les scientifiques comme moi ou comme Liana intervenant, vous voyez, après sur les études de toxicologie fondamentale qui sont menées par la recherche publique, dans des laboratoires publics comme l'INRAE ou l'INSERM, et qui étudient les effets, la surveillance des populations, notamment exposées à ces pesticides, ou encore des études mécanistiques pour comprendre la toxicité. Mais notre marge de manœuvre est faible, puisque comme vous le voyez, on se situe après les niveaux d'exposition. Point très important, les autorisations de mise sur le marché sont conditionnées par l'utilisation de ces protections, parce que par définition, ces substances sont toxiques. La plus grosse exposition majoritaire est l'exposition professionnelle. En effet, c'est les personnes qui fabriquent les pesticides ou qui les utilisent ou qui se retrouvent encore dans un périmètre où elles sont utilisées qui a les plus fortes expositions. Mais les pesticides bougent, ne restent pas sur leur site et sont amenés à contaminer l'ensemble des milieux, que ce soit l'air, l'eau ou le sol, à proximité, mais aussi à distance. Les pesticides bougent et font des kilomètres. Donc dans ce cas, on parle plutôt d'exposition résidentielle.
Donc cela concerne des adultes, des familles avec des enfants, également les collectivités à travers les écoles, les terrains de sport, etc. Il y a aussi, il faut le rappeler, un usage domestique des pesticides à travers l'antibus du chat par exemple, ou les traitements anti-poux à une époque qui contenaient des pesticides aussi. Enfin, l'usage des pesticides sur les productions agricoles entraîne une contamination des aliments et donc de la chaîne alimentaire, ce qui expose la population à un ensemble de résidus. Donc la population générale est exposée à travers l'alimentation. Donc aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux des dangers par rapport à la liste des pesticides qui ont été identifiés sur le site. Pour nous, finalement, ce n'est pas la quantité des uns et des autres qui va conditionner la dangerosité, mais on part du principe que si nous détectons ces substances, c'est qu'elles représentent un danger. Donc aujourd'hui, nous allons présenter 7 molécules qui présentent des dangers indépendamment, finalement, de la dose d'exposition. On s'est intéressé à différents effets délétères possibles des pesticides, notamment les effets neurotoxiques, donc, qui signifie que les substances peuvent être toxiques pour le système nerveux en modifiant, voire supprimant l'influx nerveux. On s'est aussi intéressé à la reprotoxicité des substances étudiées, donc ce qui veut dire que les substances peuvent affecter la fertilité de l'homme ou de la femme. On s'est aussi intéressé aux capacités d'être perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que les substances pouvaient altérer le système hormonal. On s'est également intéressé à la génotoxicité, donc les substances pouvaient provoquer ou non un dysfonctionnement ou une altération du génome en endommageant l'ADN. Et également, on s'est intéressé à la capacité d'induire des cancers, donc la cancérogénicité. Le Folpel, pour lequel donc, des effets neurotoxiques, nos analyses n'ont pas pu conclure sur un effet neurotoxique par manque de niveau de preuve. Le Folpel a une reprotoxicité modérée et donc au niveau de preuve modéré. Et enfin, ce pesticide a la capacité d'induire de la cancérogénicité avec des effets assez forts retrouvés dans la littérature, notamment avec l'induction de tumeurs duodénales, donc au niveau de l'intestin, chez les souris. Ce pesticide, qui est très volatile, a aussi été démontré pour ses effets toxiques sur les voies respiratoires. Un deuxième pesticide, qui fait partie des pesticides principalement retrouvés lors de l'étude ADMO 2021, donc le Captane, qui est lui aussi un fongicide. Le Captane, nos analyses ont montré qu'une exposition agricole à ce pesticide a été associée au myélome multiple, donc a montré ses effets sur ce cancer. Et notamment, l'exposition au Captane entraîne une augmentation des dépressions. Le Captane est aussi démontré pour ses effets génotoxiques. Il est autorisé dans l'Union européenne. Maintenant, on va s'intéresser au prosulfocarbe, donc, qui est, lui, un herbicide, beaucoup décrié dans l'analyse ATMO 2021. Pour ce pesticide, on a un manque de littérature. Ce pesticide est très récemment utilisé, d'où ce manque de littérature scientifique à son sujet. Donc il a été difficile de conclure sur les différents effets adverses observés. Néanmoins, ce pesticide fait partie d'une famille chimique, les thiocarbamates, et donc cette famille chimique est connue pour induire, pour affecter les capacités cognitives et motrices chez les enfants, pour favoriser la maladie de Parkinson, pour favoriser les leucémies, les cancers de la prostate, les maladies respiratoires et les maladies thyroïdiennes chez les professionnels exposés. Ce pesticide est autorisé dans l'Union européenne. On s'est aussi intéressé à la pédimétaline, donc l'autre herbicide beaucoup décrié dans l'étude ATMO 2021. Et donc, ce pesticide a montré une capacité à être perturbateur endocrinien. Il induit aussi de la génotoxicité et de la cancérogénicité.
D'ailleurs, il a été classé comme possiblement cancérigène pour l'humain par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis et il est inscrit sur la liste des substances préoccupantes par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC. Et ce pesticide est autorisé dans l'Union européenne. On passe au lindal, qui, lui, contrairement aux précédents pesticides présentés, est interdit depuis 1998 en France. Et pourtant, il est retrouvé dans des concentrations importantes dans l'air dans la dernière étude ATMO. Et donc, c'est un pesticide qui est classé comme polluant organique persistant. Il est aussi classé par le Centre international de recherche sur le cancer comme possiblement cancérigène pour l'humain. Et il a été interdit en raison de sa toxicité. On le voit bien ici sur le graphe qu'il induit des effets neurotoxiques, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens, génotoxiques, cancérigènes, et donc ce qui explique son interdiction. Il a aussi la capacité de s'accumuler dans l'organisme. Donc l'avant-dernier pesticide que je vais vous présenter aujourd'hui est le chlorpyrifos. Il existe deux formes de chlorpyrifos, donc le chlorpyrifos éthyle qui lutte contre les insectes et le chlorpyrifos méthyle qui est lui principalement utilisé pour protéger les grains. Donc ce sont des pesticides neurotoxiques qui sont décrits pour induire des troubles neurotoxiques et comportementaux, notamment chez les enfants. Ce qui a induit son interdiction en 2020 dans la communauté européenne. Enfin, le dernier pesticide que je vais vous présenter est un fongicide, donc le fluopyram, qui est un éducteur de la succinate déshydrogénase. C'est un SDHI, donc c'est les nouveaux fongicides qui ont été largement décriés ces derniers mois dans la presse pour leurs effets probablement toxiques. Et donc, ce pesticide est connu pour induire de la génotoxicité et de la cytotoxicité dans la moelle osseuse chez les rats et pour ses effets cancérigènes au niveau de la thyroïde et du foie. Il est toujours autorisé en Europe. Pour conclure sur l'analyse des 7 pesticides que nous avons menés, on a démontré des effets neurotoxiques, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens, génotoxiques et cancérigènes. Pour limiter l'impact de la santé sur ces pesticides, les agences nationales mettent en place des normes et des réglementations. Je laisse Laurence vous expliquer la mise en place de ces normes. Il faut savoir que la toxicité des substances est évaluée par de l'expérimentation conduite chez l'animal, donc souvent des souris et des rats. Et le principe est de donner des doses croissantes. Donc on a plusieurs groupes d'animaux qui reçoivent des doses croissantes donc du pesticide et on analyse la réponse. Et l'analyse de la réponse, ça peut être la survenue d'une maladie, la survenue de cancer, ce qui permet de tracer ce genre de graphe que l'on a ici. Les doses de référence toxicologiques sont basées sur ce petit point qui est ici, où vous voyez que c'est le début des effets délétères de la substance, et donc c'est la dose la plus forte à laquelle on estime qu'il n'y a pas d'effet négatif. Et de là sont dérivés un certain nombre de doses réglementaires, donc je ne vais pas vous détailler le détail, vous donner le détail, pardon, mais en tout cas, le principe est d'évaluer quelle est la quantité maximale théorique qu'on peut ingérer tout au cours de la vie sans que cela ait des effets sur notre santé. Donc il y a 3 mesures de VTR, donc les valeurs toxicologiques de référence qui sont établies. Les doses de référence aiguës pour une exposition forte et courte, les doses journalières admissibles, qui est là l'exposition alimentaire, et enfin les niveaux acceptables d'exposition pour l'opérateur, c'est-à-dire l'exposition professionnelle et les niveaux qui sont tolérés, donc acceptables. On peut discuter justement de ce qui est acceptable, mais en tout cas, c'est une norme qui est utilisée pour l'exposition professionnelle.
ne prennent pas en compte les effets perturbateurs endocriniens, à savoir que les hormones agissent comme des substances à très basse quantité. Donc, on n'a pas la courbe de dose-réponse comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Par contre, pour les perturbateurs endocriniens qui miment l'action des hormones, on a un maximum de toxicité qui peut souvenir, mais pas à la dose maximale. Donc, on n'est plus dans un phénomène de c'est la dose qui fait le poison, mais c'est la présence même à des traces infimes qui peut conduire à des effets nocifs, ce qui en fait, compromet vraiment la réglementation des substances, j'arrive plus à changer, c'est-à-dire qu'il est impossible de fixer un seuil de non-toxicité, puisqu'on est dans des fourchettes très basses de concentration. On peut dire qu'on peut en estimer des doses infinitésimales, mais dans ce cas-là, c'est impossible à tenir au niveau exposition environnementale. Si bien que l'identification des pesticides perturbateurs endocriniens devrait conduire à leur interdiction, mais à ce jour, la perturbation endocrinienne n'est pas prise en compte de façon satisfaisante dans les autorisations de mise sur le marché. De plus, l'hormone, comme vous le savez, les hormones en fait, ont des périodes d'action principales et majoritaires, notamment pendant les périodes qu'on appelle de périnatalité, la période préconceptuelle, les grossesses, l'enfance ou l'adolescence, où toutes les hormones-là sont importantes pour la mise en place et la physiologie humaine. Et donc, s'il y a des perturbateurs qui arrivent, les conséquences à long terme sont importantes. Il y a également des conséquences transgénérationnelles, à savoir que si une maman est exposée pendant sa grossesse, elle peut transférer en fait les effets toxiques des substances à son enfant et même aux enfants de ses enfants, comme cela a été démontré par le DDT utilisé aux États-Unis. Dans les prises en compte, non prises en compte de la réglementation, il y a aussi les effets cocktails et les expositions multiples, donc on a abordé tout à l'heure. Il faut savoir que les doses de référence toxicologiques, comme je vous l'ai montré, sont établies une substance active après l'autre, mais que dans la réalité, il n'y a pas qu'une substance. Par exemple, pour les traitements des pommes, il est admis qu'il y a environ 36 traitements annuels. On retrouve 6 résidus de pesticides par pomme. Donc, que représente l'ensemble de ces 6 pesticides sur une pomme que l'on consomme, eh bien là, on arrive dans un flou à la fois, on va dire, réglementaire, c'est-à-dire qu'on estime par la réglementation que chaque pesticide n'a pas d'effet, mais en fait, on ne peut pas prédire l'effet que peut avoir le mélange, puisque, comme je l'illustre avec le mojito par exemple, vous pouvez avoir des goûts pour chaque ingrédient, mais le mélange donne quelque chose qui est totalement différent. Et donc là, on arrive dans un flou, on va dire, de connaissances. Mais il faut savoir que la connaissance de l'effet cocktail est de plus en plus documentée dans la littérature. On ne peut pas étudier tous les cocktails, mais à chaque fois qu'il y a des effets cocktails mis en évidence, le 0 plus 0 plus 0 plus 0 ne conduit pas à 0. Dans l'évaluation également des substances, ne sont pas pris en compte la présence d'adjuvants, puisque les pesticides sont évalués sur les substances actives, et que pour rendre ces pesticides plus efficaces, on ajoute des détergents ou des substances qui vont favoriser leur activité, et ces adjuvants ne sont pas pris en compte dans les tests réglementaires. Et enfin, pour distinguer un autre effet de l'effet cocktail, c'est l'effet exposition multiple, à savoir que là, vous pouvez être exposé par l'air, le sol, l'eau ou les aliments tout au cours de la vie. Et donc, il y a une notion de temporalité qui fait que là, on a affaire à des effets d'exposition multiple. Je ne vais pas vous fournir la réponse là, je vais seulement vous donner quelques éléments, à savoir que les doses réglementaires ne sont pas les mêmes selon les pays. Par exemple, on peut estimer qu'on peut être exposé 2 fois plus au glyphosate aux États-Unis qu'en Union européenne. Et finalement, souvent, les normes réglementaires sont au cœur de controverses, comme on peut le voir avec le Roundup et le glyphosate, qui a été classé cancérigène par le CIRC, l'OMS, et cette classification n'a pas été suivie par l'EFSA et l'ANSES, qui sont les agences qui autorisent ces substances. Par rapport à l'état des lieux, en tout cas toxicologique, on voulait insister sur le fait que ce n'est pas toujours la quantité qui va révéler la plus forte toxicité. Sachez que maintenant, les pesticides se sont développés avec une forte activité, on va dire, pharmacologique. Et par exemple, néonicotinoïdes, pour une dose de néonicotinoïdes, il fallait utiliser 100 doses de DDT. Donc vous pouvez retrouver des quantités faramineuses de certains pesticides, mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont en moindre quantité sont moins nocifs pour notre santé, puisqu'ils sont plus efficaces.
Ce que l'on voit de l'analyse actuelle, en tout cas qui se passe dans le secteur, c'est que finalement cette pollution que l'on voit dans l'air semble assez en cohérence avec les ventes et les usages qui sont décrits par ailleurs par des économistes ou des agronomes. On observe également une grande diversité des substances qui, nous, en tant que toxicologues, nous mettent dans l'impossibilité de la prédiction de leur dangerosité réelle. Mais l'ensemble des éléments qu'on vous a communiqués sur ces 7 pesticides laisse à penser que leur présence multiple, en tout cas, n'entraînera pas des effets bénéfiques pour la santé, et bien tout au contraire. Enfin, on note que sur ce territoire, il y a également un très grand nombre de facteurs de risque qui, au-delà des pesticides, va affecter la santé humaine et la biodiversité. Je voulais également rappeler qu'il y avait des personnes et des populations qui étaient plus sensibles et plus sujettes au danger des pesticides. Ce sont les populations vulnérables, donc plutôt on va dire les enfants, les femmes enceintes, les populations fragiles, des personnes qui sont déjà malades. Mais les premières victimes de l'usage des pesticides restent toujours et encore les professionnels. Souvent, on évoque le fait qu'il faut peser le pour et le contre pour l'usage des pesticides. Mais sachez que maintenant, quand on connaît les données, les épidémies de cancer généraux, de l'augmentation des maladies chroniques et l'effondrement de la biodiversité, on ne peut plus se contenter d'être dans une évaluation de la balance bénéfice-risque, mais de trouver un système de production alimentaire et de production agricole qui s'appellerait basé sur les co-bénéfices. Et dans ce cas, cela peut paraître un élément peut-être inatteignable, mais il faut savoir que finalement, ça relève toujours et encore des missions de la santé publique et des efforts coordonnés pour arriver à assainir l'environnement et que tout le monde s'implique dans cette tâche-là, puisque cela concerne absolument tout le monde. Pour terminer, je voulais juste remercier l'ensemble de mes collaborateurs qui ont également contribué à la production de cette présentation et également donc, le réseau Limitox que je coordonne. Vous voyez tous les noms de toutes les couleurs. Et également Vincent Bessonneau et Arthur David avec qui nous montons un projet de sciences participatives qui se déploiera sur ce territoire, on l'espère, dans les prochaines années. Voilà, je vous remercie de votre attention.